Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du site Mighty dans lequel on va parler de comics, de super-héros et de super-héroïnes. Je suis Noisybert, si vous connaissez le site vous devez voir à peu près qui je suis, sinon enchanté. Et comme dans les précédents, je suis tout seul parce que Covid-19, tout ça, machin, confinement. Voilà. Du coup, comme les 2 dernières semaines, je vais faire un petit bilan de mes lectures de la semaine. Que des trucs vieux, puisqu'il n'y a pas de nouveauté niveau comics. Comme vous le savez, à cause du confinement aux États-Unis, le coronavirus frappe de plein fouet de pays et du coup a immobilisé en fait le marché américain de comics, entre autres. Et du coup, je lis de vieilles lectures, des trucs que j'ai en stock depuis parfois des années et que j'avais pas encore commencé à lire. Voilà, on commence avec une lecture récurrente, j'en parle à chaque semaine, qui n'est pas un comics mais un manga, c'est One Piece de Eiichiro Oda. Donc là c'est la fin du tome 3, début du tome 4 et j'arrive bientôt au tome 5. Donc c'est des tomes qui ont été publiés en 98 initialement. Du coup c'est à peu près des chapitres entre 25 et 30 ou un peu plus peut-être sur les 977 il me semble. Donc je suis loin d'arriver au bout. Mais bon, c'est quand même plutôt sympa. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai lu pour ceux qui connaissent, j'ai lu d'abord la fin du combat contre Buggy le clown, qui est pas un clown, qui était assez épique, assez fou. C'est un peu ce qu'on attendait, ce que j'attendrais en fait d'un manga du genre. C'est-à-dire des combats qui sortent, qui sont un peu barrés, quoi, et qui sortent du lot. Voilà. Donc on se retrouve avec un homme élastique, Luffy le héros, et Buggy le clown qui arrive à détacher des parties de son corps, et ça donne vraiment des moments assez chouettes avec Luffy qui retient le bras détaché de Buggy et qui tient dans sa main la main, enfin bref. C'est assez chouette, les dessins sont plutôt chouettes aussi. Voilà. Ensuite, on change complètement de truc, on change d'île, on change d'envergure, on rencontre un gardien de la forêt, un mec qui est enfermé dans un coffre, un ancien pirate. Euh, et voilà, ça, c'est une petite histoire de transition. Et ensuite, on arrive dans une autre île encore, puisque chaque histoire en fait que vont vivre Luffy, Nami et Zoro, et certainement d'autres, se déroule sur des îles différentes. Et là, en fait, ils rencontrent ce que je pense être le prochain membre de l'équipe, euh, qui est le fils du mentor de Luffy. Ah, non, je raconte n'importe quoi. Qui est le fils d'un membre de l'équipage du mentor de Luffy. Voilà. Lui, en fait, c'est un mythomane et raconte plein de mensonges. Et en fait, il s'avère que son gros défaut euh, lui permet en fait de s'approcher d'une fille qui a perdu, d'une fille très riche qui a perdu sa famille. Et en fait, en racontant tous ces mensonges, il remonte le moral. Et qu'elle ne le croit pas, etc. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, surtout qu'il y a un bon rebondissement, et donc du coup j'imagine qu'il va y avoir un autre combat un peu important comme ce qu'on a pu vivre l'arc de Buggy the Clown. Donc voilà, je me laisse prendre au jeu, ça reste du shonen, ça se lit donc très rapidement, c'est plutôt décérébré, mais on rigole pas mal, et l'action en vaut la peine. Autre lecture, j'en parlais aussi la semaine dernière du héros, puisque c'est le troisième tome de Hellboy, le cercueil enchaîné et autres histoires.
C'est un tome qui est, enfin un tome qui est initialement paru, enfin c'est un ensemble en fait d'histoires qui sont initialement parues en 98 il me semble, aux États-Unis, donc c'est que des petites histoires en fait, dans lesquelles on y fait très vite, Hellboy défonce des monstres. Et il y a des nazis, etc. Mike Mignola est tout seul aux commandes, scénario, dessin, ancrage. Dave Stewart est aux couleurs. Je trouve que son style devient justement plus maîtrisé dans la noirceur. C'est là où on sent que on reconnaît en fait Mignola de maintenant. Euh, Même s'il y a encore cet aspect que j'aimais bien dans le précédent tome, un peu plus vivant, on va dire, un peu plus comic book. Mais peu importe, hein, ça reste, c'est magnifique à regarder. Chaque planche, c'est une merveille. Il fait des combats détonnants et en plus, il maîtrise mieux sa narration. Vu que c'est des histoires courtes, ça va vraiment dans le même sens à chaque fois. Les directions par les histoires sont claires, nettes et précises. Le découpage des pages, là je parle pas des découpages de dessin, mais découpage de scénario, est bien mieux fait. On raconte bien une idée par page et on n'essaie pas d'acérer plusieurs choses dans une même page. Euh, voilà, comme dans le tome précédent, il y avait vraiment des problèmes de rythme à cause de ça. Et en plus, ça étoffe d'un côté l'univers, donc on a vraiment en fait on, on- on découvre mieux ce que fait le BBRD. On découvre mieux en fait toutes les richesses des monstres qu'on peut rencontrer. L'humour est vraiment présent et efficace. Même si c'est pas des blagues goofy, c'est juste la première histoire en fait. Hellboy combat un bébé, voilà. C'est un bébé démoniaque, hein. Enfin c'est un démon qui a pris la forme d'un bébé. Mais du coup ça donne des trucs un peu fous avec le bébé qui se transforme, la mère qui hurle, et ensuite le bébé qui s'enfuit et t'as Hellboy qui part à travers le pays et qui demande ouais vous avez pas vu un bébé. Et bon c'est plutôt sympathique. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce tome. Voilà. C'est le premier que j'ai vraiment aimé. Autant le premier, j'ai aimé le potentiel, on va dire, le fait que ça soit coécrit par John Byrne et que les dialogues étaient signés Byrne, c'était pompeux. Voilà, Byrne a beaucoup de qualités. Il y a autant de défauts et l'un de ses défauts en tant que scénariste, c'est ça, c'est un peu prétentieux des fois. Beaucoup. Du coup, le deuxième tome est beaucoup plus faible niveau scénario quand même, parce que Mignola débute, on va dire. Il y a forcément une transition à avoir. Et, euh, et donc, tome 3, c'est vraiment c'est vraiment l'apogée, quoi, pour moi. Et donc, vivement le 4, je crois que c'est le Ver Conquérant, l'une des sagas mythiques de Hellboy. Donc j'ai hâte de découvrir ça, puisque moi, pour rappel, j'aime beaucoup Mignola, sauf que j'ai jamais lu Hellboy, parce que c'est très con hein, ce que je veux dire. Mais en gros, j'étais conquis d'avance. Je savais que j'allais aimer et du coup, en fait, je préférais soit continuer mes lectures en cours, soit découvrir des choses entre guillemets plus risquées. Et vu que j'ai attendu longtemps, il y avait aussi beaucoup d'histoires que je voulais lire de Hellboy, donc je vais apprendre depuis le début et elle commençait à, à s'amasser. Et du coup, bah, voilà, procrastination, hop. J'ai attendu trop longtemps. Voilà, j'aurais dû acheter en fait des tomes. Enfin, quand j'ai découvert Hellboy, donc en 98, c'était ces histoires-là, et j'ai préféré acheter d'autres choses. Voilà. Bon,
c'est l'histoire de ma vie. On faisait des choix niveau budget, hein, voilà. 98, j'étais encore adolescent. Bref, autre lecture, ça j'en ai parlé sur mes coups de cœur de la semaine, donc ont été publiés hier sur le site, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Bah, c'est War of Kings en fait, tout simplement, de Dan Abnett et Andy Lanning et Paul Pelletier au dessin. C'est une histoire de 2019 qui est publiée chez Marvel Comics. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ce qui est possible, c'est en fait ça fait partie d'un ensemble qui est la saga cosmique de Dan Abnett et Andy Lanning, ce que des fans sur les forums appellent DNA. C'est un duo de scénaristes qui ont fait des trucs très très bien et qui ont fait des trucs très très moisis aussi. Très très bien, il y a Resurrection Man, et très très moisi, il y a Forceworks. Bien sûr, il y a le contexte il y a les contextes de liberté créative qui font que c'est, voilà, des auteurs comme ça peuvent faire le meilleur comme le pire. Et Forceworks, clairement, c'est un truc presque imposé. Il n'y a pas de, il n'y a pas la même ampleur que ce qu'ils ont fait justement ce monde cosmique de Marvel. Du coup, leur saga cosmique, ça commence avec Annihilation et ça se finit avec Imperators. Bien que Imperators, il y a un peu une sensation d'inachevé et c'est surtout en fait une sorte d'ouverture vers potentiellement d'autres chapitres. Vu qu'il n'y en aura pas, je ne conseille pas forcément la lecture. Par contre, si vous voulez découvrir cette saga, vraiment Annihilation jusqu'à Thanos Imperative, je pense que je vais en faire un saga. Donc, saga, c'est des articles sur le site Mighty, donc, qui reviennent sur des sagas connues ou des auteurs ou des choses comme ça. Et je pense que je vais en faire un sur le cycle d'Abnett Andy Lanning sur le monde cosmique. C'est la naissance des Gardiens de la Galaxie, tels qu'on les connaît. C'est réutilisation en fait d'éléments hyper connus de l'univers Marvel qui leur donne du sens avec Ultron et Annihilation par exemple qui font des siennes. Il y a ça en fait War of Kings qui en fait vient à, mélanger en fait des sagas des Inhumains avec la saga des X-Men et avec ce qu'on fait précédemment Abnett et Lanning. Le fait est que c'est une saga qui est vraiment bien et qui peut se lire aussi de manière complètement autonome. C'est en fait tout simplement un affrontement entre divers empires galactiques et avec les Inhumains qui décident en fait, qui disent mais attendez, on est des créations des Kree, mais on est supérieur à eux, alors c'est nous qui devrions diriger. Donc ça commence comme ça avec les Inhumains qui prennent en fait possession du pouvoir de l'Empire Kree. Et là en fait, au même moment, il y a l'Empire Shi'ar qui décide de se venger avec Vulcan, qui est le frère de Cyclops et Havok, qui est qui est l'empereur de l'Empire Shi'ar, et qui décide en fait de foutre la merde, tout ça. Et ça fait un énorme combat intergalactique avec des têtes qui tombent et des moments clés. J'ai décidé de relire en fait War of Kings parce que en fait à la fin il y a bon, bref, il y a une bombe qui éclate et en fait on apprendra plus tard que Black Bolt, qu'on pensait mort à ce moment-là, a oui, c'est un petit spoil, parce que bon, c'est une vieille saga, hein, 2009, elle a 10 ans, donc
depuis Black Bullet, Flèche Noire en français, est revenu à la vie. Et en fait, justement, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on va découvrir qu'il a été perdu dans la faille suite à l'explosion de cette bombe. Et il va s'en sortir de cette faille. Le truc, c'est qu'en fait, on reparle de la faille, donc on apprend en fait qu'il est enfermé dans la faille dans Fantastic Four de Jonathan Hickman, il me semble. Et en fait, là, dans les X-Men, dans les derniers précédents X-Men, donc X-Men numéro 8, que je viens de critiquer, enfin, sur le site, en fait, on repart de la faille. Et c'est là, en fait, je me suis dit, tiens, ce sera bien de relire un peu War of Kings, parce que c'était cool quand même, et qu'il faut bien lire des choses comme ça, pour se passer le temps. Donc voilà. Et voilà comment je suis revenu à War of Kings. Et du coup, ça m'a donné envie de relire toute la saga cosmique, en fait, de l'annihilation à Thanos Imperative. Voilà, je vais certainement donc en faire un article. J'espère, parce que je pense que celui-là va prendre un peu de temps. Voilà. Autre lecture, et ce sera la dernière de la semaine. J'en parle aussi sur l'article des coups de cœur de la semaine qui a été paru hier sur le site. Quand je parle du site, je parle du site Mighty. Vous pouvez retrouver ce site. Si vous ne connaissez pas, l'adresse est en commentaire de la vidéo YouTube. C'est themightyblog.fr. Donc voilà. Et donc tous les samedis, on propose en fait un article coup de cœur avec ce qu'on a préféré dans nos lectures de la semaine. Donc ça recouvre pas tout ce qu'on a lu, loin de là, puisque cette semaine j'ai lu plein d'autres trucs. En fait, j'ai relu des vieux comics comme Family Tree. Mais j'avais pas envie d'en parler en fait. Voilà, parce que je risque de spoiler. On va attendre la sortie en VF pour en parler plus en détail, puisqu'il y aura certainement une sortie en VF. Mais en tout cas, c'est ceux qui nous ont vraiment plu. À la différence, ce podcast, en fait, moi, je vais parler plus en détail de ce que j'ai pu lire avec un inventaire un peu plus large. Pour preuve, je parle de One Piece, qui est un manga. Et cette fois, je fais aussi en solo, alors que les coups de cœur, on le fait avec toute l'équipe, donc Paula, Kevin, Twan Reynolds et Wallace. Donc vous avez un éventail de 5 personnes différentes, qui ont des goûts différents et qui vous proposent ce qu'ils ont préféré. Voilà. Et donc moi j'avais parlé de ça dans mes coups de cœur VO, ça s'appelle East of West, parce que tout simplement il y a un Open Bundle, donc c'est en gros c'est pour 14 dollars minimum, vous pouvez avoir toutes les créations en PDF, libre de droit, donc toutes les créations indépendantes de Jonathan Hickman. Jonathan Hickman, scénariste maintenant star grâce à ce qu'il fait sur les X-Men. Il était déjà star avant, mais là, c'est vraiment il est encore plus bankable qu'avant. Et du coup, en fait, il a décidé de participer à un effort de guerre. C'est en fait comment dire, ce bundle, en fait, vous pouvez acheter donc pour 14 dollars minimum. En fait, vous pouvez verser des fonds à des associations qui aident en fait les comic shops américains à essayer de sortir de la crise liée au coronavirus. Voilà. Et du coup, c'est une bonne cause, etc. Donc, on se retrouve avec, je sais plus combien d'albums disponibles, mais il y en a une panacée, et qui sont tous, je crois qu'il n'y a rien acheté. Il y a deux trucs que j'adore vraiment. Il y a Manhattan Projects et The Black, The Black Monday Murders, qui sont deux uchronies complètement folles. Voilà. Et East of West s'avère être aussi une uchronie, donc c'est la grande passion de Hickman. Je crois que d'ailleurs toutes ses créations indépendantes sont que des uchronies.
Il avait fait un peu la même chose d'ailleurs chez Marvel avec Shield, si vous voulez lire un truc vachement bien de Hickman. Et donc East of West, en fait, le point de rupture avec Arrêté, c'est la guerre de sécession, en fait, qui se termine de manière complètement abrupte par un nuage nucléaire. Voilà. Et en fait, le- les États-Unis vont devenir quelque chose de complètement différent de ce qu'on connaît. Et donc, à partir de de ce changement radical, en fait, il va nous propulser dans le futur, en 2068, je crois, euh, avec les cavaliers d'Apocalypse qui arrivent sur Terre. Et c'est complètement dingue. C'est dessiné par Nick Pitara, que j'aime beaucoup les dessins, personnellement. Il y a un côté Frank Whiteley sur le côté un peu euh, presque indépendant, on va dire, je sais pas trop, mais il y a aussi un côté vraiment un côté imposant en fait dans ce qu'il fait, qui colle en fait vachement bien en fait au récit. C'est un dessinateur qui a un éventail de possibilités assez dingue. Euh, et du coup, East of West, c'est une saga qui se tient en 9 tomes. Voilà, parce que la saga est finie. Je crois pas que les 9 tomes soient disponibles en français. C'est publié chez Urban Comics en France. Et c'est ce premier tome, en fait, c'est assez dingue, en fait, tout ce qu'il met en place. On comprend vite ce qu'il veut nous amener, mais en fait, ce qui est merveilleux, c'est que il va d'un côté travailler sur la modification de l'histoire avec son uchronie, avec comment le monde a évolué en 7 royaumes différents. Enfin, les États-Unis d'Amérique a évolué en 7 royaumes différents. Et d'un autre côté, en fait, il va y avoir tout un système d'apocalypse en fait avec le retour des cavaliers d'Apocalypse qui reviennent d'abord en forme d'enfants et qui devraient évoluer et devenir plus importants. Voilà. Et on a déjà une petite vue de qu'est-ce que ça fait un cavalier d'Apocalypse lâché en pleine civilisation et qui est un peu en mode YOLO et voilà. Et c'est vraiment vraiment très très bien. Euh, Gros coup de cœur pour ma part. J'avais toujours pas lu en fait East of West, un peu pour la même raison que Hellboy, c'est-à-dire que j'avais laissé un peu de, je lui avais pas donné sa chance en fait à sa sortie. Pareil, un choix financier. On peut pas tout lire. Enfin, en tout cas en single VO. Faut, vu la quantité de sorties, il faut absolument faire des choix. Et du coup, quand il a fallu, enfin, j'ai jamais rattrapé en fait mon retard. Et il s'avère que maintenant qu'à saga est terminée, c'est là que je me suis dit bon, autant donner une chance à la lecture. Et voilà, il est commencé. Après tout, maintenant je peux binge reader le truc. Euh, donc voilà. En tout cas, c'est une très bonne surprise. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, ce qui fait que cette semaine j'ai lu quand même 4 trucs complètement différents, mais qui ont un point commun, c'est que j'ai beaucoup aimé, donc ça c'est cool. À côté de ça, donc j'avais lu Family Tree, j'en ai parlé, j'ai lu aussi Watchmen, tome 4 et 5, pour préparer mes critiques. Euh, Bon, c'est Watchmen, donc vous savez que je suis fan. Si vous me connaissez pas, bah, je vous dis que je suis fan. Donc, bref, je préfère en fait réserver ça à mes critiques papier. Je vais essayer de faire donc, comme j'avais dit, un War of Kings, pour War of Kings, toute la saga de d'Adam Tate et d'Andy Lanning. Je vais essayer de relire en fait tout ça
en commençant par le début cette fois, et j'essaierai d'en faire un article un peu plus long. Voilà. Il y aura une critique de East of West et des deux tomes de Hellboy que je viens de dire. Je pense que cette semaine, je vais continuer à lire du Hellboy, je vais continuer à lire du East of West et du One Piece. Et j'ai essayé de trouver quelque chose à lire de cool pour la semaine prochaine et pour vous en parler. Voilà. Et ben sur ce, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, un bon confinement, restez chez vous, faites attention à vos proches, et je vous souhaite une bonne semaine aussi, et à la semaine prochaine. Ciao!